Le restaurant devint mort silencieux. 50 des personnes les plus riches de la ville gelèrent, leurs fourchettes planant à mi-chemin de leur bouche. Au centre de la pièce, un garçon de 4 ans criait si fort qu'il tournait au bleu. Se tenant au-dessus de lui était Ethan Caldwell, un homme valant 6 milliards de dollars, l'air complètement impuissant pour la première fois de sa vie. Le gérant appelait la sécurité, les dîneurs chuchotaient à propos de mauvaise parentalité, mais alors une serveuse qui avait exactement 12 dollars dans son compte bancaire passa juste devant les gardes de sécurité. Elle s'agenouilla, ignora le milliardaire et chuchota 5 mots qui changèrent tout. Elle ne le savait pas encore, mais ce moment découvrirait un secret qui avait été enterré pendant 4 ans, un secret qui l'aurait presque tué. La salle d'Obsidienne était le genre de restaurant où l'eau coûtait plus que le salaire horaire d'Odette Bennett. C'était un lieu de tons feutrés, de rideaux de velours et du tintement de l'argent lourd contre la porcelaine fine. Pour Odetta, c'était un champ de mine. À 24 ans, Odetta était fatiguée. Ce n'était pas juste les doubles équipes ou le fait que ses pieds se sentaient comme s'ils saignaient à l'intérieur de ses chaussures bon marché et antidérapantes. C'était l'épuisement profond des os d'une vie passée à courir, juste pour rester au même endroit. Elle ajusta son tablier, lissant le tissu sur sa taille, et vérifia son reflet dans le revêtement en laiton de la station de service. Ses cheveux blonds étaient tirés si fort que cela lui donnait mal à la tête, et son uniforme était impeccable. Cela devait être. Une erreur à la salle d'Obsidienne ne signifiait pas un rapport. Cela signifiait que vous étiez parti. La table 4 a besoin d'un remplissage sur le pinot. Bouge, Bennett, siffla Henry, le gérant de salle. Henry était un petit homme avec une moustache qui tressautait quand il était en colère, ce qui était toujours « Oui, chef, c'est fait », Odetta murmura, saisissant la carafe. L'atmosphère dans le restaurant changea à 19h15. Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent et l'air sembla être aspiré hors de la pièce. 2 grands hommes en costume entrèrent d'abord, scannant la zone avec une paranoïa exercée. Puis il entra. Than Caldwell. Tout le monde connaissait le nom. Magnat de la technologie, magnat de l'immobilier et récemment le veuf le plus éligible de la ville. Il était plus grand qu'il n'y paraissait dans les magazines, portant un costume anthracite qui lui allait comme une seconde peau. Son visage était aiguisé, beau, mais froid. Ses yeux étaient des tunnels sombres qui ne laissaient rien transparaître. Mais ce soir, Ethan Caldwell ne ressemblait pas à un titan de l'industrie. Il avait l'air d'un homme au bord d'une dépression nerveuse. S'accrochant à sa main était un petit garçon, peut-être 4 ans, portant un costume miniature qui semblait inconfortable. Le garçon, Léo, traînait les pieds, son visage rougi, sa respiration s'accrochant en halètements courts et saccadés. « S'il te plaît, Léo, » Ethan chuchota, sa voix tendue. « Juste assieds-toi, juste pour 1 heure, s'il te plaît. » Ils étaient assis à la table principale au centre de la pièce. Le projecteur était sur eux, qu'ils le veuillent ou non. Odetta regardait depuis les ombres près de la cuisine. Elle sentit une étrange traction dans sa poitrine en regardant le garçon. Il n'était pas juste difficile, il était terrifié. Ses yeux virevoltaient autour de la pièce, submergés par les lustres en cristal, le faible bourdonnement des conversations, l'odeur des truffes et du canard rôti. C'était une surcharge sensorielle. « Ne regarde pas fixement », Henry claqua, fourrant d'un plateau d'amuse-gueule dans les mains d'Odetta. « Prends ceci à la table sept et reste loin de la table Caldwell. »« Seul moi, Sir Monsieur Caldwell. » Odetta hocha la tête et s'occupa de son travail, mais ses oreilles étaient accordées au centre de la pièce. Le problème commença 10 minutes plus tard. Henry avait placé une assiette d'amuse-gueule complexe devant le garçon, quelque chose avec du caviar et de l'effeuille d'or. « Je ne veux pas. » La voix de Léo se brisa, stridente et perçante. « Léo mange, c'est juste de la nourriture, » Ethan dit, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. Il avait l'air épuisé. « Veux-tu l'iPad? »
Veux-tu rentrer à la maison? Je veux, maman. Le mot frappa la pièce comme un coup de feu. Le silence qui suivit fut lourd. Tout le monde connaissait l'histoire. La femme d'Ethan, Isabella, était morte dans un accident de voiture il y a 3 ans. Léo avait été dans la voiture. Maman n'est pas ici, Léo, Ethan dit, sa voix baissant à un chuchotement dur. Arrête ça. Tu fais une scène. Non, non, je veux, maman. Léo balaya son bras sur la table. L'assiette de caviar, le verre d'eau en cristal et le vase d'orchidées fraîches s'envolèrent. Le son du verre brisé était assourdissant. Léo commença à crier. Ce n'était pas un cri de caprice. C'était un son primal de panique. Il glissa de sa chaise et se recroquevilla en boule sur le sol. Seul, au milieu du verre brisé et de l'eau répandue, se couvrant les oreilles et se balançant d'avant en arrière. Oh, pour l'amour de Dieu, une femme à la table voisine marmonna, tamponnant sa bouche avec une serviette. Contrôlez votre enfant. Ethan se leva, son visage pâle. Il se pencha pour attraper Léo. Lève-toi maintenant. Ne me touche pas. Léo hurla, donnant des coups de pied. Henry se précipita, son visage violet d'indignation. Monsieur Caldwell, je suis tellement désolé. Peut-être est-il préférable que nous escortions l'enfant à la voiture. Les autres invités, j'essaie. Ethan claqua, perdant son calme. Il regarda son fils. Et pour une seconde, Odetta le vit. Peur pure, non adultérée dans les yeux du milliardaire. Il ne savait pas quoi faire. Il avait des milliards de dollars, mais il ne pouvait pas acheter le calme de son fils. Des gardes de sécurité commencèrent à s'approcher, leurs ombres planant sur le garçon en pleurs. Odetta ne pensa pas. Elle ne chercha pas Henry. Elle ne s'inquiéta pas de son argent de loyer. Elle posa son plateau sur une table vide avec un fracas et marcha droite au centre de la pièce. « Arrête !» elle dit. Sa voix n'était pas forte, mais elle était ferme. Ethan leva les yeux, surpris. « Excusez-moi, reculez !» Odetta dit aux gardes de sécurité. Elle s'agenouilla sur le sol, juste dans le désordre humide d'eau et de caviar, ruinant son uniforme. Elle ne s'en soucia pas. Elle ne tendit pas la main vers Léo. Elle n'essaya pas de le faire taire. Elle s'assit juste là, à quelques pieds, et baissa la tête jusqu'à être à son niveau des yeux. « C'est trop bruyant, n'est-ce pas? » elle chuchota. Léo arrêta de crier pendant une fraction de seconde pour haleter de l'air. Il la regarda, ses yeux grands ouverts et humides. « Les lumières, » Odetta dit doucement, ignorant les 50 personnes à la fixant. Elles bourdonnent comme des abeilles en colère, et les fourchettes sonnent comme des épées frappant des boucliers. Cela te fait mal aux oreilles. Léo renifla, sa poitrine se soulevant. Il fit un petit signe de tête. Odetta tendit sa main, paume vers le haut, mais la garda stable. Elle ne s'approcha pas. « Mon nom est Odetta. Je connais un tour de magie pour éteindre le son. Veux-tu voir? » Ethan resta figé, sa bouche légèrement ouverte. Henry faisait un mouvement de coupure sur sa gorge, signalant à Odetta d'arrêter. Mais elle l'ignora. Léo hocha de nouveau la tête. « D'accord, » Odetta chuchota. Elle commença à fredonner. Ce n'était pas une berceuse. C'était une vibration basse et rythmée, un bourdonnement profond de sa poitrine. Elle tapota ses doigts sur le sol dans un rythme lent et régulier. 1, 2, 1, 2. Copie-moi, elle chuchota. Léo hésita, puis tapota son petit doigt sur le sol. 1, 2. Il a juste besoin d'une maman, Odetta dit, levant les yeux vers Ethan, sa voix portant un poids qui réduisit la pièce au silence. Pas un disciplinaire, pas un gérant. Il a besoin de savoir qu'il est en sécurité. Elle se tourna de nouveau vers Léo. « Tu es en sécurité ici, Léo? Les abeilles sont parties. » Léo rampa vers elle. Il n'alla pas vers son père. Il rampa dans les bras de la serveuse au tablier taché. Il enfouit son visage dans son épaule et sanglota. Mais cette fois,
C'était le doux pleur de soulagement. Odetta enroula ses bras autour de lui, le berçant doucement, ignorant la ruine de son uniforme et les yeux perçants de l'élite. Pour un moment, le restaurant fut paisible. Puis le sort fut brisé. « Que pensez-vous faire » Henri siffla, saisissant le bras d'Odetta et la tirant vers le haut. Léo cria alors qu'elle était éloignée. « Enlevez vos mains d'elle » Tan aboya, sa voix baissant d'une octave. Henri se figea. « Monsieur, elle dérange les... Elle est la seule personne qui l'a aidé en 6 mois. » Ethan dit. Il regarda Odetta, la regarda vraiment. Il remarqua le col effiloché de son uniforme, la fatigue dans ses yeux et la façon dont son fils tendait la main vers elle. « Je suis désolé pour le désordre, » Odetta dit, retirant son bras de la prise d'Henri. Elle regarda vers le bas. « Je vais le nettoyer. »« Laisse-le, » Ethan dit. Il atteignit sa poche de veste, en sortit une carte noire et la jeta sur la table. Ajoutez 5 000 $ pour les dommages et 5 000 d'autres pour son pourboire. La pièce à l'état. « Nous partons, » Ethan dit. Il ramassa un Léo maintenant calme, qui regarda par-dessus l'épaule de son père, tendant une main vers Odetta. « Au revoir, dame » le garçon chuchota. « Au revoir, Léo » Odetta dit, son cœur lui faisant mal d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. Ethan fit une pause à la porte. Il se retourna, ses yeux sombres se fixant sur ceux d'Odetta. « Merci. » Puis ils étaient partis. Odetta se tint au centre de la pièce, ses genoux mouillés, son cœur battant. Henri s'approcha d'elle. Il tremblait de rage. Le pourboire de 5 000 $ ne comptait pas pour lui. La rupture de protocole, oui. « Fais tes affaires, » Henri chuchota avec venin. Mais il a donné un pourboire. Tu as embarrassé cet établissement. Tu t'es assise sur le sol comme un animal. Tu es viré, Bennett. Sors, maintenant. La pluie à Seattle était froide, mais être fauché la faisait sentir plus froide. Odetta sortit de l'arrière-cour de la salle d'obsidienne, portant une boîte en carton avec ses chaussures confortables et une barre de granola à moitié mangée. Elle n'avait pas de parapluie. Le pourboire de 5 000 $? Henri avait prétendu qu'il était allé à la caisse de la maison pour les dommages et la détresse émotionnelle causés aux autres invités. Odetta savait qu'il l'avait empoché, mais elle n'avait pas l'argent pour un avocat pour le combattre. Elle prit le bus pour le côté sud de la ville, vers un quartier où les réverbères vacillaient et les sirènes ne s'arrêtaient jamais. Son appartement était un studio, ce qui était une façon polie de dire que c'était un placard avec un lavabo. Elle déverrouilla la porte, frissonnant, et vit le papier collé à l'intérieur. Dernier avis. Expulsion. Soldé impayé. 1 200 $. Vous avez 48 heures pour évacuer. Odetta glissa le long de la porte jusqu'à ce qu'elle touche le sol. Elle ne pleura pas. Elle avait oublié comment pleurer il y a des années. Les larmes exigeaient de l'énergie et qu'elle n'en avait plus. Elle regarda la photo sur sa table de chevet. C'était le seul objet personnel qu'elle possédait. Une image échographique granuleuse datée d'il y a 4 ans. « Je suis désolé », elle chuchota à la photo. « J'essaye. » Le lendemain matin fut un flou de rejet. Odetta entra dans 5 cafés, 3 restaurants et une teinturerie. Personne n'embauchait. Elle avait l'air désespérée et les gérants pouvaient sentir la désespoir comme un parfum bon marché. Ils ne voulaient pas cela dans leur magasin. À 16 heures, elle était assise sur un banc de parc, comptant sa monnaie. Elle avait assez pour un sandwich ou un billet de bus pour un abri. Pas les deux. Elle était sur le point de se lever quand une voiture s'arrêta au trottoir. Ce n'était pas juste une voiture. C'était un SUV noir mat avec des vitres teintées, le genre qui semblait appartenir à un cortège présidentiel. La porte arrière s'ouvrit. Un homme en costume sortit. Ce n'était pas Ethan. C'était un homme plus âgé, chauve avec une cicatrice traversant son sourcil. Il avait l'air d'un ex-militaire. Odetta Bennett. Odetta serra son sac à main. « Qui demande? » « Monsieur Caldwell aimerait un mot. »« Je n'ai rien volé. » Odetta dit rapidement, son cœur martelant.
Si c'est à propos de l'uniforme, je l'ai laissé dans le casier. Montez dans la voiture, mademoiselle Bennett. Non. L'homme soupira. Il leva un téléphone. Sur l'écran était une diffusion vidéo en direct. Cela montrait un salon massif. Jouets éparpillés partout. Au milieu de la pièce, Ethan Caldwell faisait les 100 pas. Léo était sous une table, criant. Il n'a pas arrêté depuis ce matin, l'homme dit. Il demande la dame magique. Monsieur Caldwell est désespéré. Odetta regarda l'écran. Elle vit la douleur dans le langage corporel du petit garçon. C'était la même douleur qu'elle ressentait chaque jour quand elle se réveillait seule. « Je ne suis pas une babysitter », Odetta dit, bien que sa résolution s'effritait. « Monsieur Caldwell est préparé à vous payer 10 000 $ juste pour venir à la maison pour 1 heure », l'homme dit. La bouche d'Odetta devint sèche. 10 000 $. C'était le loyer pour 1 an. C'était un nouveau départ. 1 heure. 1 heure. Odetta regarda le billet de bus dans sa main. Puis elle regarda la voiture noire élégante. « D'accord », elle dit. Le trajet prit 30 minutes. Ils conduisirent hors de la ville, sur des routes sinueuses dans les collines où les maisons avaient des noms au lieu de numéros. Ils s'arrêtèrent aux portes de Blackwood Manor. C'était une forteresse de pierre et de verre, surplombant l'océan. La porte d'entrée était ouverte avant qu'Odetta ne puisse même atteindre la poignée. Ethan Caldwell se tenait là. Il ne portait pas le costume aujourd'hui. Il était en pantalon de survêtement et un T-shirt, l'air non rasé et frénétique. « Tu es venu, » il dit, expirant comme s'il avait retenu sa respiration pendant des heures. « J'ai entendu que tu avais une journée difficile, » Odetta dit, entrant dans le foyer. C'était la taille d'une cathédrale. Journée difficile. Il a jeté un vase sur la nounou. Elle a démissionné. C'est la 3e ce mois-ci. Ethan passa une main sur son visage. Il est dans la bibliothèque. Je ne peux pas le faire sortir. Odetta passa devant le milliardaire. Elle suivit le son des gémissements. La bibliothèque était magnifique, avec des livres du sol au plafond, mais c'était actuellement une zone de guerre. Des livres étaient retirés des étagères. Une lampe était renversée. Léo était sous le lourd bureau en chêne, enveloppé dans une couverture. Odetta ne s'annonça pas. Elle marcha juste vers le bureau et s'assit sur le tapis persane, les jambes croisées. Elle ne regarda pas sous le bureau. Elle sortit une petite grue en papier froissé de sa poche. Elle l'avait pliée d'une serviette pendant le trajet en bus. Elle posa la grue sur le sol et la fit glisser d'un coup de doigt sous le bureau. Silence. Puis une petite main se tendit et attrapa la grue. « Elle vole », Odetta chuchota, « mais seulement si tu es silencieux. » Les bruits forts effraient ses ailes. Léo jeta un coup d'œil. Son visage était gonflé d'avoir pleuré. Il regarda Odetta, puis la grue. « Dame magique », il craqua. « C'est Odetta », elle sourit. Mais Dame magique marche aussi. Léo rampa dehors. Il ne cria pas. Il grimpa sur des genoux, juste comme il l'avait fait au restaurant, et posa sa tête sur sa poitrine. Ethan regardait depuis l'embrasure de la porte, appuyé contre le cadre. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. « Comment faites-vous cela ?» il demanda doucement. Odetta caressa les cheveux de Léo. « J'écoute. Les adultes écoutent les mots. Les enfants veulent que vous écoutiez le sentiment. » Ethan entra dans la pièce. Il regarda Odetta, la regarda vraiment, et vit les baskets usées et la veste bon marché. « Vous avez été viré, n'est-ce pas ?» Ethan demanda. « À cause d'hier soir. » Odetta ne leva pas les yeux. « Cela n'a pas d'importance. Cela compte pour moi. » Ethan marcha vers le bureau et s'appuya contre lui, croisant les bras. « J'ai enquêté sur vous, Odetta Bennett, déscolarisée du lycée. Pas de proche. A occupé 5 emplois de serveuse différents en 3 ans. Avis d'expulsion déposé hier. » Odetta se raidit. Elle déplaça doucement Léo de ses genoux et se leva. « Si vous avez fini de faire une vérification des antécédents sur ma misère, j'aimerais mon argent pour que je puisse partir. » « Je ne veux pas que vous partiez, » Ethan dit. « Je ne suis pas un cos de charité. Je sais. Vous êtes une nécessité. » Ethan se tint droit.
L'homme d'affaires était de retour. J'ai une entreprise à gérer. J'ai une vie que j'ai négligée parce que je suis terrifié de laisser mon fils seul. Vous êtes la seule personne à qui il répond. Je ne sais pas pourquoi. Et franchement, je m'en fiche. Il fit un pas plus près. L'air entre eux crépitait d'une étrange énergie. Je vous offre un travail, nounou à demeure. Le salaire est 100 000 par an. Avantage complet. Vous obtenez le quotage d'invité sur le domaine. Odetta sentit la pièce tourner. Monsieur Caldwell. Ethan, il y a une condition. Odetta plissa les yeux. Quelle condition? Le visage d'Ethan s'assombrit, une ombre passa sur ses yeux. Vous vous occupez de Léo. Vous le rendez heureux, mais vous restez hors de l'aile de la maison. Le 3e étage est interdit. Si vous y allez, même une fois, vous êtes parti. Pas de seconde chance. Odetta le regarda. Elle vit le désespoir, mais elle vit aussi un secret. Un secret profond et sombre, caché derrière ses yeux gris acier. Elle devrait courir. Elle devrait prendre les 10 000 et courir. Mais alors elle sentit une petite main tirer sur son jean. Elle regarda vers le bas. Léo tenait la grue en papier. « Vol » il demanda. Odetta regarda Ethan. « Marché conclu », elle dit. La vie à Blackwood Manor s'installa dans un rythme qui était presque trop parfait pour être vrai. Pendant 3 semaines, Odetta Bennett vécut une vie qu'elle n'avait vue que dans les films. Elle avait son propre cottage sur le domaine, une charmante structure en pierre couverte de lierre, avec une cheminée qui fonctionnait et un lit qui ne grinçait pas. Mais le vrai miracle était Léo. Les cris s'arrêtèrent, les caprices s'estompèrent. Sous les soins d'Odetta, le garçon terrifié commença à s'épanouir. Ils passèrent des heures dans les jardins massifs, chassant les insectes ou faisant courir des bateaux en papier dans la fontaine. Odetta lui apprit à lacquer ses chaussures et à faire des sandwichs au fromage grillé, aux grandes dames du chef privé français, Jean-Pierre. Ethan était différent aussi. Il était toujours distinct, s'enfouissant dans le travail, souvent partant avant l'aube et revenant après la tombée de la nuit. Mais Odetta le surprenait à les regarder parfois. Il se tenait sur le balcon de son bureau, regardant le jardin où Odetta et Léo jouaient à chatte, un air de profonde tristesse et de désir sur son visage. Mais la paix à Blackwood Manor était fragile, et elle se brisa un mardi après-midi. Odetta était dans la cuisine, aidant Léo avec un puzzle, quand les portes d'entrée s'ouvrirent en claquant. Le cliquetis des talons hauts résonna sur le sol en marbre, comme des coupes de feu. « Ethan, où es-tu? » Une femme entra en coup de vent dans la pièce. Elle était magnifique, d'une manière terrifiante et fabriquée. Cheveux blonds platine, un tailleur pantalon blanc qui coûtait plus que les gains de la vie d'Odetta, et des yeux qui évaluaient la valeur de tout ce qu'il touchait. C'était Vanessa Sterling, la fille d'un sénateur, une mondaine, et selon les tabloïds, la femme destinée à être la prochaine Madame Caldwell. Vanessa s'arrêta net quand elle vit Odetta. Ses yeux parcoururent le jean simple et le t-shirt d'Odetta, puis se tournèrent vers Léo, qui rétrécit immédiatement derrière la jambe d'Odetta. Alors, Vanessa dit, sa voix dégoulinant de glace, « Vous êtes la nouvelle, plus haute. Je suis Odetta. Je suis la nounou. » « Nounou, » Vanessa ricana. Elle s'approcha, inspectant le puzzle sur la table. « Ethan a eu 4 nounous en 6 mois. Ne te mette pas à l'aise, chérie. Tu n'es qu'un pansement sur une blessure par balle. Léo, pourquoi n'irais-tu pas trouver ton camion rouge? » Odetta dit doucement. Léo s'enfuit. Odetta se leva, faisant face à Vanessa. « Puis-je vous aider avec quelque chose, mademoiselle Sterling? » « Vous pouvez m'aider en restant hors de mon chemin. » Vanessa siffla, s'approchant. « Je connais votre type. Vous pensez parce que vous avez fait ouvrir son portefeuille au triste veuf. Vous avez une chance au trône. Mais laissez-moi vous dire quelque chose à propos d'Ethan. Il est brisé et il appartient à des gens qui comprennent son monde. Pas à une serveuse qui sent la graisse et le désespoir. » Odetta sentit son tempérament s'enflammer,
Mais elle le retint. « Je suis juste ici pour faire un travail. »« Nous verrons. » Vanessa sourit. C'était le sourire d'un requin. « Ethan organise un gala de charité ici samedi. La Fondation Sauver les océans. Je l'ai organisé. Je m'attends à ce que vous et le garçon soyez invisibles. Si Léo fait une scène, c'est de votre faute. Le reste de la semaine fut un cauchemar. La maison fut envahie par des traiteurs, des fleuristes et des organisateurs d'événements, tous aboyant des ordres. Vanessa était la générale, et elle s'assura qu'Odetta était la plus basse des corvées. Elle critiqua les vêtements de Léo, ses cheveux et ses manières. La nuit du gala, la maison fut transformée. 500 invités remplirent la salle de bal. Le champagne coulait comme de l'eau. Odetta était à l'étage dans la chambre d'enfant, lisant à Léo. Elle l'avait gardé caché avec succès, à l'abri du bruit. « Je veux de l'eau, » Léo chuchota, somnolent. « Je vais la chercher, » Odetta dit. « Reste au lit. » Elle sortit furtivement de la pièce et se dirigea vers la kitchenette à l'étage. En passant le palier qui donnait sur la salle de bal, elle s'arrêta. Ethan était en bas, l'air dévastateur en smoking. Il parlait à un groupe d'investisseurs, mais il avait l'air ennuyé. Vanessa s'accrochait à son bras comme une banane, riant trop fort à tout ce qu'il disait. Odetta sentit une pointe de jalousie qu'elle n'avait pas le droit de ressentir. Elle remplit le verre d'eau et se tourna pour retourner. « Attendez !» une voix dit. Vanessa se tenait en haut des escaliers. Elle devait s'être échappée de la fête. Elle avait l'air un peu ivre et très malveillante. Profitant de la vue, Vanessa demanda. « Juste chercher de l'eau pour Léo. » « Vous savez, » Vanessa marmonna légèrement, s'appuyant contre la balustrade. « Ethan parle de vous. Odetta est incroyable avec lui. Odetta est un miracle. C'est écœurant. Il aime son fils, Vanessa. Il aime le fantôme, Vanessa cracha. Il vous regarde et la voit. Isabella, Vanessa, vous ne comprenez pas. Vous n'êtes qu'une copie bon marché. » Odetta se figea. « De quoi parlez-vous? » Avant que Vanessa ne puisse répondre, elle trébucha. Elle tendit la main, saisissant le bras d'Odetta pour se stabiliser. Ce faisant, elle glissa sournoisement quelque chose dans la poche avant du tablier d'Odetta. Odetta portait un tablier utilitaire pour transporter l'épipène et les jouets de Léo. « Oups !» Vanessa gloussa, moins maladroite. Elle se repoussa d'Odetta et retourna vers la fête. « Vous devriez vérifier vos poches, chère. Vous ne voudriez pas être accusé de quoi que ce soit. » Odetta fronça les sourcils. Elle atteignit sa poche, ses doigts effleurèrent du métal froid. Elle le sortit. C'était un bracelet en diamant. Lourd, orné, valant des milliers. « Voleuse !» Vanessa cria. La musique dans la salle de bal en dessous s'arrêta. Le cri de Vanessa avait porté par-dessus le balcon. « Elle l'a volé. Sécurité. » Vanessa cria, pointant un doigt manucuré vers Odetta. En quelques secondes, Ethan montait les escaliers en bondissant, suivi de 2 gardes de sécurité. Les invités levaient les yeux, chuchotant. « Que se passe-t-il » Ethan demanda, ses yeux flamboyants. « Je l'ai attrapé » Vanessa cria, faisant une performance digne d'un Oscar. « Je suis monté pour utiliser la salle d'eau. Et je l'ai vue sortir de votre chambre, Ethan. Elle avait mon bracelet en diamant, celui que vous m'avez donné pour Noël. » Ethan regarda Odetta. Odetta se tint là, le bracelet dans sa main, son visage pâle. « Odetta » Ethan demanda, sa voix basse. « Je ne l'ai pas pris, » Odetta dit, sa voix tremblante mais claire. « Elle l'a mis dans ma poche, juste maintenant. »« Oh, s'il vous plaît, » Vanessa ricana. « Pourquoi ferais-je cela? Vous êtes la serveuse fauchée avec un avis d'expulsion. Je suis une Sterling. Qui a le motif ici? » C'était un piège parfait, vicieux. La division de classe était l'arme. Qui croirait la pauvre fille plutôt que l'héritière? Ethan regarda le bracelet. Puis il regarda Vanessa. Finalement, il regarda Odetta. Il maintint son regard pour un long silence agonisant. « Donnez-moi le bracelet, » Ethan dit. Odetta le lui tendit. Ethan tourna le bracelet dans sa main,
Puis il regarda Vanessa. « Vous mentez, Vanessa, » Ethan dit calmement. Le couloir devint silencieux. La bouche de Vanessa tomba ouverte. « Excusez-moi. » Ce fermoir, Ethan dit, le tenant en l'air. « C'est si délicat. Il faut pousser une épingle de sûreté pour l'ouvrir. Cela prend 2 mains. Il n'y a aucun moyen qu'Odetta ait pu dégrafer cela de votre poignet sans que vous le remarquiez. Et si vous ne le portiez pas, il aurait été dans le coffre-fort de la chambre d'amis, qui nécessite une empreinte digitale pour s'ouvrir. Mon empreinte digitale. » Vanessa devint rouge. Je dois l'avoir laissé dehors. » Non, Ethan dit, sa voix se transformant en acier. « Vous l'avez planté. Vous l'avez faite pour l'humilier. »« Ethan, c'est une personne sans importance, » Vanessa hurla, son masque glissant. « Pourquoi la défendez-vous? Elle n'est que l'aide. Elle est la seule personne dans cette maison qui est réelle, » Ethan dit. « Sortez. »« Quoi? Sortez de ma maison, Vanessa. Nous avons fini. » Vanessa regarda autour d'elle, réalisant qu'elle avait perdu. Elle laissa échapper un son de pure rage, tourna sur son talon et dévala les escaliers en trombe, bousculant les gardes de sécurité confus. Ethan soupira, ses épaules s'affaissant. Il se tourna vers Odetta. « Vous allez bien? » Odetta trembla. « Merci de me croire. » Ethan fit un pas plus près. Il tendit la main, touchant presque son visage, mais s'arrêta. « Je vous connais, Odetta. Je vous ai regardé avec lui. Vous ne voulez pas de choses. Vous voulez juste la paix. Pourquoi a-t-elle dit cela? » Odetta chuchota. « Elle a dit que vous me regardez et la voyez. Voir Isabella. » Ethan se raidit, la chaleur disparut de ses yeux, remplacée par un mur de glace. « Elle était ivre, » Ethan dit brusquement. « Y allez voir, Léo. » Il se retourna et s'éloigna, laissant Odetta debout seule dans le couloir, serrant le verre d'eau froide. Il l'avait défendu, oui, mais il n'avait pas répondu à la question. 2 semaines après le gala, la tempête du siècle frappa la côte. Le ciel devint d'un violet contusionné et le vent hurlait autour de Blackwood Manor comme un animal mourant. Le courant vacilla toute la journée. Ethan était censé être à New York pour une réunion du conseil, mais tous les vols étaient cloués au sol. Cependant, il n'était pas à la maison. Il était coincé au bureau en ville, piégé par un pont inondé. « Je ne peux pas rentrer ce soir, » Ethan dit au téléphone, sa voix crépitante de statique. « Le pont est emporté. »« Odetta, êtes-vous bien là? »« Nous allons bien, » Odetta dit, tenant le téléphone fermement. Le tonnerre dehors faisait trembler les carreaux des fenêtres. « Nous avons des lampes de poche. » Arthur vérifie le générateur. « Écoutez-moi, » Ethan dit, sa voix urgente. « Si le courant coupe, le système de sécurité se réinitialise. Assurez-vous que les portes sont verrouillées manuellement. Et Odetta, gardez Léo dans sa chambre. La tempête l'effraie. Je le ferai. Ne vous inquiétez pas. Et Odetta, restez hors de l'aile est. Le toit là-bas fuit pendant les tempêtes. C'est dangereux. »« Je connais les règles, Ethan, » elle dit. La ligne coupa. À 21h, la maison était d'un noir d'encre. Le générateur démarra en grondant, fournissant un faible éclairage d'urgence dans les couloirs, projetant de longues ombres squelettiques contre les murs. Odetta était dans la cuisine, faisant du chocolat chaud quand elle l'entendit, une porte claquant. « Léo ?» Elle appela. Pas de réponse. Elle courut au salon. Vide. Elle monta les escaliers jusqu'à la chambre de Léo. Son lit était vide. La fenêtre claquait dans son cadre. « Léo !» La panique saisit sa gorge. Puis elle entendit un gloussement. Cela résonnait du bout du long couloir vers l'aile est. « Léo, non !» Odetta sprinta dans le couloir. L'air devint plus froid alors qu'elle approchait les doubles portes en chêne qui marquaient l'entrée de l'aile interdite. Les portes étaient entrouvertes. Odetta hésita. L'avertissement d'Ethan résonna dans ses oreilles. « Si vous y allez même une fois, vous êtes parti. » Mais Léo était là-dedans. Elle poussa les portes ouvertes. Léo sort. Ce n'est pas drôle. L'aile n'était pas une ruine.
Elle ne fuyait pas. Elle était impeccable. Le tapis était épais et moelleux. L'air sentait la lavande et le vieux papier. C'était silencieux, isolé de la tempête dehors. Odetta marcha dans le couloir, le faisceau de sa lampe de poche coupant l'obscurité. Elle passa devant des pièces qui ressemblaient à des suites d'invités, toutes parfaitement préparées. Au bout du couloir se trouvait une seule porte noire. Elle entendit un bruit sourd derrière elle. Odetta ne pensa pas. Elle tourna la poignée. C'était déverrouillé. Elle entra et haleta. Ce n'était pas une chambre. C'était un atelier d'art. Des toiles étaient empilées contre les murs. L'odeur de térébenthine et de peinture à l'huile était faible mais présente. Au centre de la pièce, assis sur le sol, était Léo. Il tenait un grand livre relié en cuir. Le livre de maman, Léo chuchota. Léo, nous devons y aller, Odetta dit, se précipitant. Papa sera tellement en colère. Regarde, Léo dit, pointant une peinture sur un chevalet couverte d'un drap de poussière. Maman. Odetta sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la tempête. Elle tendit la main et retira le drap de poussière du chevalet. Elle laissa tomber sa lampe de poche. La peinture était un portrait. C'était un chef-d'œuvre, vibrant et réaliste. La femme sur la peinture était assise dans un jardin, portant une robe d'été blanche. Elle souriait. Un sourire mystérieux et doux. C'était Odetta. Ce n'était pas juste une ressemblance. C'était elle. Le même nez. La même dent incisive légèrement tordue. La même tache de naissance sur la clavicule. Une petite marque en forme d'étoile qu'Odetta avait couverte de maquillage chaque jour depuis qu'elle avait 16 ans. Odetta toucha sa propre clavicule, son souffle se coupant dans sa gorge. Comment? Elle regarda autour de la pièce frénétiquement. Les murs étaient couverts de croquis. Croquis de son visage. Riant, dormant, pleurant. Elle saisit le livre que Léo tenait. C'était un journal intime. Les initiales sur le devant étaient « Je vois Isabella Caldwell ». Ses mains tremblantes, Odetta l'ouvrit à la dernière entrée, datée d'il y a 3 ans, le jour de l'accident. 12 août, je l'ai trouvé. Après toutes ces années, l'enquêteur privé l'a trouvé. Son nom est Odetta Bennett. Elle vit à Chicago. Elle ne sait pas que j'existe. Elle ne sait pas que nous étions séparés. Ethan me dit de laisser tomber. Il dit que l'amener ici ne fera que causer de la douleur. Mais je dois la connaître. Je dois lui dire la vérité sur nos parents. Je vais conduire à la ville ce soir. Je prends Léo. Je veux qu'il rencontre sa tante. Je vais la ramener à la maison. Le livre tomba des mains d'Odetta. Jumelles. Elles étaient jumelles. Jumelles identiques. Isabella n'était pas juste morte dans un accident de voiture aléatoire. Elle conduisait pour trouver Odetta. « Tu ressembles à maman », Léo dit doucement, tirant sur la main gelée d'Odetta. « Mais tu es plus gentille. » L'esprit d'Odetta était en ébullition. La connexion, le lien instantané avec Léo. La façon dont Ethan la regardait avec ce mélange de désir et d'horreur qu'il connaissait. Il avait su au moment où elle entra dans le restaurant. Soudain, les lumières dans la pièce s'allumèrent, d'une luminosité aveuglante. Le générateur avait démarré à pleine puissance. Je vous l'ai dit. Une voix grave retentit de l'embrasure de la porte. De ne jamais venir ici. Odetta se retourna. Ethan se tenait là. Il était trempé. De l'eau dégoulinait de son manteau sur le tapis immaculé. Il avait conduit à travers l'inondation. Il était revenu. Il ne regardait pas Léo. Il fixait Odetta, et dans sa main, il tenait une clé. Tan, Odetta chuchota, reculant contre le portrait de sa sœur morte. « Vous saviez. » « J'ai essayé de vous arrêter, » Ethan dit, marchant dans la pièce. Son visage était illisible, terrifiamment calme. « J'ai essayé de vous soudoyer, j'ai essayé de vous virer, mais vous continuiez à revenir. » C'était ma sœur, Odetta suffoqua. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? » Parce que, Ethan dit, s'arrêtant à quelques pouces d'elle. Il regarda la peinture, puis Odetta. « Si vous savez qui vous êtes, alors vous saurez ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. »
Et je ne peux pas laisser cela arriver. Quoi? Odetta demanda, confuse. C'était un accident. Le rapport de police disait... Le rapport de police était faux, Ethan dit. Il tendit la main et prit le journal intime du sol. Il le ferma. Isabella ne conduisait pas pour vous trouver, Odetta. Elle conduisait loin de moi. Le silence dans l'atelier d'art était plus lourd que la tempête faisant rage dehors. La confession d'Ethan planait dans l'air. Elle conduisait loin de moi. Vous l'avez chassée? Odetta demanda, sa voix tremblante. Elle regarda l'homme en qui elle avait commencé à avoir confiance, voyant soudain un étranger. Ethan tomba dans un fauteuil en cuir, l'air vaincu. Pas de la façon dont vous pensez. Quelqu'un la nourrissait de mensonges. Pendant des mois avant l'accident, Isabella devint paranoïaque. Elle reçut des lettres, des emails, des photos. Preuve falsifiée que j'avais une liaison. Preuve que je planifiais de l'interner et de prendre Léo. Elle ne me l'a dit que la nuit où elle est partie. Elle cria qu'elle emmenait Léo chez sa sœur, à vous, où je ne pouvais pas les trouver. Il leva les yeux vers Odetta, ses yeux cerclés de rouge. J'ai poursuivi sa voiture pour essayer d'expliquer. Elle accéléra. Il pleuvait, juste comme ce soir. Elle prit le virage en épingle sur la route 9 trop vite. Les freins. Ils ne s'engagèrent pas. Odetta sentit le sang quitter son visage. Les freins. La police l'a classé comme un accident dû au temps, Ethan dit amèrement. Mais j'ai engagé un détective privé, Frank Gannon. Il a trouvé des marques de coupure sur le tuyau de frein. Mais les preuves disparurent du parc de Fourrière avant que nous puissions le prouver. Quelqu'un la voulait morte. Ou peut-être il me voulait morte, et-elle a pris la voiture que je conduisais habituellement. Odetta regarda le portrait de sa sœur jumelle. Et vous pensez que celui qui l'a fait est toujours ici? Je sais qu'ils le sont, Ethan dit. C'est pourquoi je vous ai embauché. Pas juste parce que Léo avait besoin de vous, mais parce que vous êtes l'appât. Odetta recula, horrifiée. Je suis un appât. Je suis désolé, Ethan dit, se levant. J'avais besoin de les débusquer. Je savais si le fantôme d'Isabella revenait à Blackwood Manor. Le tueur paniquerait. Ils essayeraient de finir le travail. Et quand ils frapperont, je serai prêt. Vous m'avez utilisé, Odetta chuchota. Des larmes lui piquaient les yeux. Vous m'avez laissé créer des liens avec votre fils. Vous m'avez laissé vivre ici, tout ça pour attraper un tueur. Je ne m'attendais pas à me soucier de vous, Ethan cria, le masque se brisant finalement. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez la seule personne qui fait rire mon fils. Je ne m'attendais pas à tomber en amour avec vous. Les mots planèrent dans la pièce. Ethan eut l'air choqué d'avoir dit cela. Avant qu'Odetta ne puisse répondre, les lumières vacillèrent et s'éteignirent. Le générateur avait échoué. Ce n'est pas juste, Ethan dit, sa voix baissant à un chuchotement tactique. Le générateur a une pile à combustible de secours. Il ne meurt jamais. Il atteignit sa poche et en sortit une arme. Odetta haleta. Restez ici, aider à verrouiller la porte. Ne l'ouvrez pour personne d'autre que moi. Où allez-vous? Pour trouver oncle Robert, Ethan dit sombrement. Il gère l'entretien du domaine. Il est le seul à connaître le code de remplacement pour le générateur. Ethan se glissa dans le couloir sombre. Odetta se tint seule dans le noir, l'éclair clignotant contre le portrait de sa sœur morte. Elle entendit le clic de la serrure. Elle attendit. 5 minutes, 10, puis elle entendit un son qui fit geler son sang. C'était Léo, criant. Pas du couloir, du babyphone qu'elle avait laissé dans sa poche. Lâchez-moi, Odetta, Odetta. Odetta ne resta pas dans la pièce. Elle saisit une lourde statue en laiton du bureau et ouvrit la porte d'un coup de pied. Elle ne se soucia pas du tueur. Elle ne se soucia pas du plan. Elle courut vers la chambre d'enfant. La porte de la chambre d'enfant était grande ouverte. La pièce était vide. La fenêtre menant à l'escalier de secours était brisée. Odetta regarda dehors. Dans l'éclair de la foudre,
Elle vit une silhouette en imperméable noir courir à travers la pelouse vers les falaises qui surplombaient l'océan. Il portait un enfant qui se débattait. « Léo !» Odetta cria. Elle n'attendit pas Ethan. Elle sauta par la fenêtre sur l'escalier de secours en métal glissant sur l'acier mouillé, se contusionnant le tibia. Elle dévala et atteignit l'herbe boueuse, courant. Le vent était une force physique, la repoussant, mais elle baissa la tête et sprinta. Elle pouvait voir la silhouette devant. Il se dirigeait vers l'ancien hangar à bateau au bord de la falaise. Elle éclata à travers les portes du hangar à bateau, trempée, haletant pour de l'air. À l'intérieur, la silhouette se tourna. Il tenait Léo d'un bras, balançant la bouée dangereusement près de la chute ouverte où les bateaux étaient descendus dans l'eau agitée en dessous. L'homme retira sa capuche. Ce n'était pas oncle Robert, c'était Henry, le gérant du restaurant Salle d'Obsidienne. Odetta s'arrêta, confuse. Henry? Pourquoi? Henry sourit. Mais c'était un sourire maniaque et terrifié. J'ai tout perdu à cause de vous. Monsieur Caldwell m'a viré, m'a mis sur liste noire de tous les restaurants de la ville. J'ai des dettes de jeu, Odetta, grosses dettes, et l'homme qui possède ces dettes, il m'a donné un choix, kidnapper le garçon pour une rançon ou mourir. Qui? Odetta demanda, s'approchant. Qui vous a payé? Cela importe? Henry cracha. Restez en arrière ou je le laisse tomber. Léo sanglotait, ses jambes donnant des coups de pied au-dessus de l'eau ombre et tourbillonnante à 20 pieds en dessous. Odetta, dame magique, à l'aide! Henry, regarde-moi! Odetta dit, utilisant la même voix qu'elle utilisait sur Léo, la vibration calme et basse même, vous ne voulez pas faire de mal à un enfant. Vous êtes un snob, Henry. Vous êtes méchant, mais vous n'êtes pas un meurtrier. Vous ne me connaissez pas, Henry cria, sa prise glissant sur l'imperméable mouillé de Léo. Je sais que vous avez peur, Odetta dit, avançant pas à pas. Je sais que vous êtes dépassé. Donnez-moi le garçon. Nous pouvons arranger ça. C'est trop tard. Henry hurla. Il regarda au-delà d'Odetta, ses yeux s'écarquillant. Odetta se tourna. Ethan se tenait à l'entrée, son arme levée. Mais derrière Ethan, une ombre émergea de l'obscurité. Oncle Robert. Robert tenait un pied de biche. Il le balança, frappant Ethan fort à l'arrière de la tête. Ethan s'effondra au sol, l'arme glissant sur le sol. « Bon travail, Henry », Robert dit, enjambant le corps de son neveu. Il portait un impeccable trench coat. Mais le plan a changé. Pas de rançon, pas de témoin. Oncle Robert, Odetta haleta. C'est juste des affaires, ma chère, Robert soupira, ajustant ses boutons de manchette. J'ai construit cette entreprise avec le père d'Ethan. Mais Ethan, il voulait donner nos profits à la charité. Sauver les océans. Nourrir les pauvres. Il ruinait notre héritage. Isabella a découvert que je cuisinais les livres. Elle devait partir. Et maintenant, eh bien, un tragique enlèvement qui a mal tourné. Ethan et la nounou mort. Le pauvre oncle hérite du domaine. Robert ramassa l'arme d'Ethan. Il la pointa sur Odetta. Jette le garçon dans l'eau. Henry, Robert commanda. Non, Henry hésita. Ce n'était pas l'accord. Fais-le ou je te tire dessus en premier. Henry regarda l'eau, puis le garçon qui pleurait. Il regarda Odetta. Odetta croisa les yeux avec Henry. Henry, vous m'avez aidé une fois. Vous m'avez donné ce cœur quand je mourais de faim. Vous n'êtes pas cela. Le visage d'Henry se tordit d'angoisse. Robert tira un coup de semonce dans le plafond. Maintenant! Henry ferma les yeux et lança Léo, mais pas dans l'eau, il lança Léo vers Odetta. Odetta se jeta, attrapant le garçon en plein vol, s'écrasant sur le pont en bois. Elle roula, couvrant Léo de son corps. « Traître! » Robert rugit. Il visa l'arme sur Odetta et Léo. Clic! L'arme s'enraya. Les conditions humides avaient causé un raté. Robert maudit et tâtonna avec la glissière. 7 secondes étaient tout ce dont Odetta avait besoin. Elle ne courut pas. Elle saisit un pistolet lance-fusée du kit mural d'urgence à côté d'elle. Elle ne savait pas comment viser,
Alors elle le pointa juste sur le visage de Robert et appuya sur la gâchette. Une lumière rouge aveuglante explosa dans le petit hangar à bateau. Robert cria, laissant tomber l'arme et serrant son visage, aveuglé par l'éclat de phosphore. Il trébucha en arrière, trébucha sur une bobine de corde et tomba à travers l'écoutille ouverte dans l'eau noire agitée en dessous. L'éclaboussure fut avalée par le son de la tempête. Henry s'affala contre le mur, sanglotant. Odetta tint Léo fermement, le berçant d'avant en arrière. « C'est bon, les abeilles sont parties. C'est bon. » Ethan gémit, se relevant du sol. Il regarda Odetta, son fils, et l'espace vide où son oncle s'était tenu. Odetta, il rapa. « Nous sommes ici, » elle chuchota. « Nous sommes en sécurité. » Les voitures de police arrivèrent 10 minutes plus tard, leur lumière bleue coupant la pluie. Le détective Harrison arrêta Henry qui partit volontiers, pleurant de soulagement. Des bateaux de la garde côtière cherchaient Robert dans l'eau, mais les courants à la base de la falaise étaient notoires. Il était parti. Ethan refusa l'attention médicale jusqu'à ce qu'il voie Odetta et Léo examinés par les ambulanciers. Ils s'assirent à l'arrière d'une ambulance, enveloppés dans des couvertures thermiques. « Vous l'avez sauvé », Ethan dit. Il tenait une poche de glace sur sa tête, regardant Odetta. « Sa famille », Odetta dit simplement. Ethan tendit la main et prit la sienne. « Votre famille aussi. »« Je le pense. Nous avons fait le test ADN plus tôt aujourd'hui, avant la tempête. L'email est arrivé pendant que j'étais inconscient. » Odetta le regarda. « Et 89% de correspondance. Vous êtes la sœur d'Isabella. Vous êtes la tante de Léo. »« Quoi? » Ethan fit une pause, serrant sa main. « Mais pour moi, vous êtes juste Odetta, la femme qui a sauvé ma vie, et la vie de mon fils. » Odetta regarda Léo qui était endormi sur ses genoux, serrant la grue en papier qu'elle lui avait faite des semaines auparavant. Elle était écrasée et mouillée, mais il ne la lâchait pas. « Que se passe-t-il maintenant? » Odetta demanda. « Maintenant? » Ethan sourit, et pour la première fois cela atteignit ses yeux. « Maintenant je vous vire. » Le cœur d'Odetta tomba. « Quoi? Je ne peux pas vous employer comme nounou, » Ethan dit doucement. « Ce serait inapproprié pour la femme que j'ai l'intention d'inviter à un rendez-vous. » Odetta rit, un rire humide et larmoyant. « Un rendez-vous? Je n'ai rien apporté. Mon uniforme est ruiné. »« Je pense que nous pouvons vous trouver quelque chose, » Ethan dit. « Peut-être quelque chose qui n'est pas un tablier. » 6 mois plus tard, la salle d'obsidienne fut fermée. À sa place se tenait un nouveau bâtiment, la Fondation Isabella. C'était un centre pour enfants avec des troubles du traitement sensoriel et de l'autisme. Dans le jardin derrière le centre, un pique-nique était étendu. Odetta s'assit sur l'herbe portant une robe d'été jaune. Elle ne portait pas d'uniforme. Elle portait une petite bague délicate à son doigt, pas un diamant, mais un saphir. Bleu comme l'océan d'où elle avait sauvé Léo. Léo courait à travers l'herbe poursuivant un chiot Golden Retriever nommé Barnaby. Un zir. Ethan s'approcha, portant un plateau de limonade. Il s'assit à côté d'Odetta et embrassa sa joue. « Il a l'air heureux, » Ethan dit. « Il est heureux, » Odetta répondit. Il avait juste besoin de quelqu'un pour écouter. « J'écoute maintenant, » Ethan dit. « À vous deux. » Odetta appuya sa tête sur son épaule. Elle prit la photo de l'échographie de sa poche, celle qu'elle avait gardée si longtemps. Elle la regarda, puis regarda la pierre tombale à proximité, sous le sol pleureur. Isabella appela bien. « Je t'ai trouvé, Odetta, » chuchota au vent, « et j'ai trouvé maison. » Léo courut de nouveau vers eux, essoufflé et souriant. « Odetta, Odetta, regarde. » Le papillon s'assit sur mon nez. « Cela signifie que tu as de la chance, » Odetta sourit, le tirant dans une étreinte. « Non, » Léo dit, regardant son papa, et puis Odetta. « Je ne suis pas chanceux, je suis aimé. » Et alors que le soleil se couchait sur le domaine, jetant une lueur dorée sur les 3 d'entre eux, Odetta savait que c'était la chose la plus vraie que quiconque avait jamais dite.
La serveuse, qui avait 12 dollars à son nom, était maintenant la femme la plus riche du monde, pas à cause de l'argent, mais parce qu'elle avait trouvé la seule chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Une famille, d'un enfant qui criait dans un restaurant, à un sauvetage héroïque sur une falaise orageuse, Odetta prouva que parfois les gens qui ont le moins ont le plus à donner. Elle perdit sa sœur, mais elle trouva son but. Et Ethan apprit que vous ne pouvez pas acheter la paix, mais vous pouvez la construire avec amour. Wow, j'ai en fait versé une larme à la fin, là. Qu'avez-vous pensé, vous les gars? Avez-vous soupçonné oncle Robert? Ou avez-vous pensé que c'était le fiancé jaloux? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, faites-moi une énorme faveur. Frappez ce bouton j'aime, cela aide vraiment la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne jamais manquer une histoire comme celle-ci. Nous téléchargeons d'incroyables drames de la vie réelle chaque seule semaine. Merci d'avoir regardé. Et rappelez-vous, soyez gentil avec le serveur. Vous ne savez jamais qui il pourrait en être.